Donc, bienvenue à tous et à tous pour ce Morning Data du mois de juin. Comme d'habitude, le dernier mercredi de chaque mois, on se retrouve pour ce Morning Data et aujourd'hui, on a un invité de choix, Alain Lévy, qui va nous parler de la publicité digitale plus respectueuse de nos valeurs, point d'interrogation. Alain, c'est à toi. Bonjour. Merci Mikim. Oui, juste avant l'été, il nous semblait que c'était une bonne idée de nous poser quelques minutes ensemble parce qu'il y a une activité qui est extrêmement nourrie et beaucoup de nouvelles un petit peu dans tous les sens autour de notre industrie qui vient de terminer une espèce de folle cavalcade là de 20 ans de croissance assez inouïe, et cette croissance elle a été réalisée avec un objectif en tête, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que on a le vieil adage des médias, c'est je sais que la moitié de mon budget ne sert à rien. Le problème, c'est que je ne sais pas laquelle. Et c'est vrai que on a tellement parlé de cet adage au début des années 2000 parce qu'on découvrait la possibilité de mesurer, la possibilité d'analyser et de bâtir ce qu'on appelait le consumer journey, et donc à partir de là d'optimiser en permanence. Et puis on a vu les budgets qui ont commencé à basculer de manière naturelle et massive vers le digital, et puis le programmatique, et puis tout ça avec un règne absolu de l'algorithme, de la data évidemment, et tout ça dans le culte de l'efficacité. Il semblerait qu'aujourd'hui, ça ne suffise plus. L'efficacité, évidemment, est toujours très recherchée, mais on ne peut pas se contenter de produire de l'efficacité. Il faut aller bien au-delà. Il faut aujourd'hui respecter un certain nombre de valeurs dans l'univers de la publicité. Les signaux sont extrêmement nombreux dans ce sens, que ce soit des valeurs de responsabilité, de transparence, d'inclusion, et puis évidemment de privacy. Et donc on termine d'une certaine manière un cycle qui a été le cycle de l'efficacité, le cycle de la croissance folle de la publicité digitale, et on rentre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle ère qui est une ère dans laquelle il va falloir trouver les moyens pour concilier l'efficacité publicitaire et le respect de ces valeurs. Et parmi ces valeurs, il y en a une qui certainement sera le grand architecte de la nouvelle ère, c'est la privacy. Bon, rien de très nouveau, mais quand même, dans les dernières 10 années, la privacy a pris une place énorme, et dans tous les secteurs, sur 3 axes en tout cas qui sont absolument majeurs. Le premier, c'est l'axe de l'individu. L'individu qui est de plus en plus conscient de la connexion entre son comportement, les informations qu'il peut laisser volontairement ou non à droite à gauche, et de la publicité qu'on lui propose, et de manière générale liée à la privacy et bien au-delà de la publicité, il y a une défiance de l'individu vis-à-vis de l'univers digital. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point de la réglementation et le fait que les réglementations autour des sujets privacy prolifèrent. Et c'est très lourd et c'est très difficile de suivre tout ce qu'il se passe, parce que vous avez le RGPD, bien entendu, la mise en œuvre du RGPD avec la gestion du consentement. On a maintenant e-privacy, et puis le Digital Market Act, et puis le Digital Services Act, et donc très difficile pour les acteurs du marché de suivre en permanence tout ce qui se passe, et de comprendre comment adapter son entreprise, son produit et son approche à ces nouvelles réglementations. Et le troisième point, bien entendu, c'est la position des grandes plateformes, et au premier rang desquelles Google et Apple, mais Facebook et Amazon sont jamais très loin sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que
ces entreprises-là, et en particulier Apple et Google, ont mis la notion de privacy au cœur de leur stratégie. Hein, si on regarde Apple, je ne sais pas si vous avez vu la publicité à la télévision sur justement enfin c'est assez bien foutu, hein, sur le fait que on est traqué et il y a cette nouvelle app qui s'appelle l'app Tracking Transparency chez Apple qui permet d'éliminer, de décider si on souhaite partager ses données ou pas, et c'est figuré dans la vraie vie et c'est assez impactant. Et donc même le logo d'Apple, hein, qui est sacro-saint, on le voit se modifier avec la pomme, et au lieu d'avoir la petite feuille, on a un cadenas. Donc il y a une évolution incroyable de ces entreprises vers la privacy. Hein. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, j'ai écrit un livre sur ce sujet parce que je voyais bien qu'il se passait des trucs autour de la privacy. Et à l'époque, la position de Google et d'Eric Schmidt chez Google, c'était si vous voulez une vie privée, n'allez pas sur Internet. La position de Mark Zuckerberg, c'était mais la vie privée, vous êtes complètement ringard. C'est un concept du passé. Bon, ils ont évolué évidemment, et maintenant la vie privée, c'est une clé de voûte de la stratégie de ces énormes entreprises. Et donc Apple, au-delà de l'App Tracking Transparency, a fait bon, ils ont déjà retiré depuis fort longtemps, hein, les cookies tiers de Safari, et puis récemment, ils ont indiqué qu'ils allaient qu'ils allaient masquer l'adresse IP. Donc, ce sont des mesures très très fortes et très impactantes. Et puis du côté de Google, au nom de la vie privée, il y a la mise en œuvre de la Privacy Sandbox, qui est un écosystème en soi, et qui annonce, qui décrète d'une certaine manière la fin des cookies tiers. Voilà, donc autour de la vie privée, autour de cette notion qui touche un petit peu tous les axes de notre vie digitale, est en train de s'organiser une nouvelle approche de notre marché. Alors, c'est le moment de jouer ensemble et d'avoir votre avis. Donc, vous vous souvenez, on a un onglet sondage en haut à droite. Et donc, la première question est la suivante. Votre entreprise est-elle préparée aux enjeux de la privacy? Donc, pour avoir les résultats du sondage, il faut répondre et soumettre le vote. Et à ce moment-là, vous avez les résultats. Donc là, on est à 50-50, 60-40. Donc oui, vous semblez plutôt préparé. 75% d'entre vous, 78% d'entre vous nous disent que votre entreprise est préparée aux enjeux de la privacy, 80%. Voilà. Donc 80% d'entre vous, bravo. Pour les 20% d'entre vous qui pensez que vous n'êtes pas complètement encore préparé à ces enjeux, on sera ravis d'en discuter avec vous. On continue. On s'est croisés. Oui, alors revenons un petit peu quand même sur la Privacy Sandbox et cet événement assez majeur, hein, puisqu'à partir d'un principe assez simple, hein, édicté par Google, à savoir on veut rendre impossible l'identification d'un navigateur sur 2 sites différents. Voilà, la Privacy Sandbox, ça peut se résumer à ça. Bien, dans la mise en œuvre de ce principe relativement simple, en réalité, il s'agit de la mise en place d'un écosystème nouveau pour la publicité digitale, et peut-être même de la mise en œuvre d'un nouvel Internet. Et c'est pour ça que tout ça est extrêmement important. Alors, la difficulté, c'est que le sujet est souvent... On rentre vite dans des éléments techniques, mais c'est quand même un sujet qui va être fondamental parce qu'il va construire notre industrie de demain et peut-être au-delà. Donc, il y a de nombreuses conséquences, hein, dans la mise en œuvre de cette Privacy Sandbox.
Et il y a de nombreuses questions parce que tout n'est pas clair aujourd'hui et l'incertitude est quelque chose que les marchés n'aiment pas trop. Mais parmi les certitudes, c'est que il y aura plus de cookies tiers. Puisque les autres navigateurs ont déjà cessé de travailler avec les cookies tiers et que Google, via Chrome, détient 65% des cookies qui sont déposés. Donc, si Google dit que c'est terminé, eh bien, c'est terminé. On aura aussi, et de manière certaine, la fin de la transmission d'un certain nombre d'informations, ce qu'on appelle le user agent, hein, c'est ce qui permet de tous les paramètres du navigateur qui permettent finalement d'identifier le navigateur, même si on n'a pas de cookie tiers, ce qu'on appelle le fingerprinting. Donc Google a été très clair là-dessus. Ils vont s'opposer à ça. Et puis il y a deux sujets qui sont moins clairs et qui sont très importants. C'est est-ce que on pourra continuer à avoir la transmission d'informations type email à travers le navigateur, première question. Puis la deuxième, donc Apple y a répondu avec un petit peu d'anticipation. On pensait qu'on ne pourrait pas toucher à l'adresse IP. Il semblerait que ce ne soit pas à exclure. Donc voilà, si on touchait à l'adresse IP, bah c'est le fonctionnement d'Internet qui serait modifié. Donc on peut s'attendre dans les mois qui viennent à des changements très importants. C'est un changement d'architecture de notre marché et c'est donc quelque chose auquel il faut qu'il faut comprendre, deux qu'il faut s'approprier et puis trois auquel il faut se préparer. Donc arrêtons-nous un petit peu sur la question des cookies tiers. Donc ce sont bien les cookies tiers qui vont disparaître, pas l'ensemble des cookies, mais par une tournure de style. C'est plus facile de dire cookieless que third party cookieless. Donc on parle d'un monde sans cookies tiers et ça c'est un changement quand même très profond par rapport à ce qu'on disait en introduction. Le cookie tiers, c'est notre devise. Et ça a été la devise de notre industrie pour les 20 dernières années et c'est grâce aux cookies tiers que ce marché s'est développé de cette manière, parce que c'est le cookie tiers qui a donné accès à la mesure, à cette notion de consumer journey, et donc à partir de là, à la notion d'analytics, à la possibilité de faire de l'ad serving, du tracking, à la gestion des données avec l'utilisation des DMP et des autres outils. Toutes les stratégies de targeting et de retargeting sont basées sur l'utilisation du cookie tiers. Donc la fin du cookie tiers, c'est la fin de tout ça. Et donc des impacts assez majeur sur l'ensemble des acteurs de la chaîne. Et si on regarde un petit peu du côté des annonceurs, il y a un certain nombre de use cases, de cas d'usage qui vont disparaître. Le premier, c'est le retargeting. Ne comptez pas sur moi pour me lamenter là-dessus. Mais la fin du retargeting, c'est quelque chose d'important parce que ça concerne beaucoup d'annonceurs. La fin des lookalike, et donc des segmentations d'audience telles que beaucoup pratiquées par beaucoup d'annonceurs et pour l'instant on n'a pas encore de solution et donc du point de vue de l'activation et de la segmentation, pas mal de changements. Mais à mon avis le changement principal c'est du côté de la mesure parce qu'on est dans un marché où on est allé tellement loin dans la mesure et même parfois dans l'illusion de la mesure que on se dit ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et ça va être très vite un énorme problème parce que on voit que se dessine un marché avec différentes zones. Il va y avoir la zone des plateformes et même au sein de cette zone, les informations que vous pouvez récupérer sur Google auront du mal à communiquer avec celles d'Amazon, de Facebook, etc. Et puis ensuite sur l'open web, il va y avoir une partie loguée et une partie non loguée. Et donc tout ça va être de plus en plus compliqué à réconcilier. Il va y avoir des trous partout. Et cette culture du consumer journey va évoluer vers une sorte de consumer gruyère dont on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire, mais en tout cas, ça va changer profondément la manière dont on aborde l'ensemble du sujet et ça va avoir un impact très important sur la notion même d'efficacité. Je pourrais préciser à ce moment qu'on a le sentiment que c'est une rupture. En même temps, ça fait quelques années déjà, probablement depuis que Google a installé Ads Data Hub et a
a interdit le fait de traquer avec des outils tiers les campagnes sur YouTube, que depuis ce jour-là, eh bien en fait, on est déjà dans cette notion de gruyère et qu'on a beaucoup de mal à avoir une vision claire du parcours du consommateur. De la même manière, avec la notion de consentement, on voit bien qu'il y a une perte de connexion entre les marques et les users. Et donc, il y a de toute façon quelque chose qui est déjà en place, quelque chose qui est déjà en marche et quelque chose qui nécessite déjà un ajustement profond dans la manière dont les marques gèrent la question de la mesure. Donc voilà pour les annonceurs. Pour les publishers, il y a également deux impacts très importants. Alors d'abord, on va certainement voir l'accélération de l'avènement d'un nouveau type de publisher qu'on a déjà rencontré sur le marché. Ce sont tous les acteurs du commerce, du retail, qui eux seront assez peu impactés finalement, puisqu'ils disposent de données first party, puisqu'ils disposent de données transactionnelles sur le consommateur, et que en mettant ces données transactionnelles à disposition du marché publicitaire, ils peuvent faire des propositions qui sont extrêmement attractives. On voit aux États-Unis se développer le secteur des retail media networks de manière assez phénoménale, et on va voir la même chose, à n'en pas douter, en France dans les mois qui viennent. Bon, le sujet le plus préoccupant d'une certaine manière, c'est évidemment la monétisation pour les éditeurs de contenu, puisque c'est ce qui fait la richesse de notre du web. C'est ce qui fait la variété, la culture, toute l'intelligence et dont on a absolument besoin. C'est une question de développement durable pour le marché et pour le web. Et il y a une exposition forte à cette évolution, puisque beaucoup de mal à enrichir les informations qu'on va mettre à disposition du marché avec de la donnée. Et donc il y a un vrai enjeu ici sur la monétisation de ces des espaces et des audiences des éditeurs de contenu. Donc, il est fondamental qu'on travaille ensemble et qu'on trouve des solutions à cette question-là. Alors, voilà le deuxième sondage. Votre entreprise est-elle préparée au monde sans cookies? Doucement mais sûrement, oui. Au monde sans quoi? Alors, allons dans le petit onglet sondage. Je vous laisse soumettre votre vote. Doucement mais sûrement pour 33% d'entre vous. 50% oui. 50% doucement mais sûrement. Voilà, on oscille. Plutôt oui, plutôt 50%. Bon, à suivre si le sondage évolue au cours de la conférence. On continue, je clique sur la slide suivante. Alors, quelles sont les réponses technologiques par rapport à cette évolution? Alors, il y a trois types de réponses. Il y a la réponse du point de vue de l'annonceur et du publisher. Il y a le travail sur sa propre donnée. Alors, c'est des choses qui sont engagées depuis des années, donc c'est pas complètement nouveau. Mais ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'une fois qu'on a organisé sa donnée, que ce soit dans une DMP, une CDP, un data lake ou ce qu'on veut, au moment où on veut enrichir cette donnée et s'interfacer avec le monde extérieur, il y a la nécessité peut-être, surtout lorsqu'on est une société, une entreprise riche en first party data, de s'assurer que cette donnée, elle est protégée et qu'elle est dans un environnement qui respecte complètement les contraintes liées à la vie privée. Et donc c'est là qu'on voit apparaître ces outils, les clean rooms, qui permettent justement de mettre sa donnée à disposition
en tout cas de la préparer pour des échanges avec d'autres acteurs sans que qui que ce soit ait accès à cette information. Donc voilà, ça c'est une tendance qui semble être importante pour les acteurs qui ont beaucoup de first party data, parce qu'à partir de là, on peut créer des insights et des audiences, etc., en enrichissant. Bon, tout ça vient alimenter l'ensemble du système. Maintenant, quand on regarde les approches activation, mesure, etc., il y a essentiellement deux approches technologiques qui sont intéressantes et pertinentes. La première, c'est tout ce qui est autour des ID alternatifs, donc qui grosso modo agissent de la même manière que les cookies tiers, mais sur l'univers logué. Et donc, il faut voir que ça permettrait éventuellement donc de maintenir l'ensemble des cas d'usage, y compris le retargeting d'ailleurs, sur cet univers-là. Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce domaine pour créer des ID alternatifs qui deviendraient des standards du marché, que ce soit chez The Trade Desk ou chez LiveRamp et d'autres acteurs. Et ça suscite évidemment de l'enthousiasme parce que c'est très peu de changements dans la manière dont on opère. Cela dit, il y a deux sujets liés à ça. Le premier, c'est qu'on parle bien d'univers logué et que l'univers logué sur l'open web, finalement, ça représente quelque chose comme 12% de l'ensemble des audiences. Donc, c'est une solution qui est difficile à mettre en œuvre techniquement et qui ne touche que 12% des audiences. Pourquoi 12% ? Parce que c'est 20% de l'open web et l'open web, c'est à peu près 60% si on dit que les plateformes touchent à peu près 40% des audiences. Donc, un impact limité en termes de taille. Et puis, le deuxième sujet, c'est les dernières déclarations de Google et d'Apple d'ailleurs, qui, en tout cas Google a été assez explicite sur le fait qu'ils considèrent que ces ID alternatifs ne sont pas en conformité avec les exigences de la vie privée et que donc ils ne les soutiendraient pas. Donc ça, c'est assez inquiétant parce qu'ils ont les moyens effectivement, en ne permettant pas aux navigateurs de transmettre les informations type email, ils ont effectivement la possibilité de bloquer le développement de ces ID alternatifs. La deuxième solution technique, et vous l'avez deviné, c'est le contextuel. Et le contextuel dans un mode smart, contextuel 2.0, qui permet de définir des insights très puissants et ensuite d'activer cela de manière extrêmement fine. Alors, le contextuel 2.0, c'est évidemment notre domaine d'expertise. Ça repose sur l'intelligence artificielle sémantique, qui est une discipline au carrefour de l'informatique, la linguistique et les mathématiques, et qui permet donc d'obtenir des résultats intéressants. Alors bon, aujourd'hui, tout le monde fait du contextuel. Le Weborama a un avantage, c'est que ça fait 10 ans qu'on fait ça, qu'on investit massivement dans une plateforme d'intelligence artificielle sémantique, et que ce type de plateforme, c'est quelque chose de lourd et ça s'improvise pas, parce qu'il y a grosso modo 5 étapes. Il y a une première étape qui est la collecte des contenus, une deuxième étape qui est toute la phase de linguistique, NLP, organisation des contenus, compréhension des contenus. Troisième étape qui est la mathématisation, la vectorisation, ce qui permet de mesurer l'affinité d'une thématique avec un élément de contenu. Ensuite, tout ça, il faut le mettre dans des bases de données avec des moteurs de recommandation intelligents. Et ensuite, il faut s'interfacer avec l'univers programmatique. Donc, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui se construit. Ça fait 10 ans qu'on a bâti cette plateforme et aujourd'hui, elle est opérationnelle. Elle permet de délivrer aux annonceurs des insights très fins sur l'univers de leur marque, l'univers d'un produit, l'univers d'un concurrent, et de pouvoir activer les insights dans l'univers programmatique. Alors, dans un premier temps, et ça fait plusieurs années, et on travaille ensemble sur ces sujets-là à partir des cookies tiers, donc on va cibler des users, mais depuis quelques mois, on a testé, mis en place et lancé Golden Fish, qui permet d'activer non pas sur des users, mais sur des contenus. Et ça, c'est une rupture d'une certaine manière parce que, d'une part, c'est extrêmement efficace. On a mené une batterie de tests depuis 6 mois dans toutes les dimensions possibles et on voit qu'on obtient des résultats
très similaire et parfois même supérieur à ce qu'on peut faire avec des cookies tiers. Et puis surtout, ça ne fait appel à aucune donnée individuelle, donc c'est parfaitement respectueux de la vie privée de l'individu. Et finalement, c'est peut-être le bon moyen d'aborder l'ensemble de l'univers non logué, hein, si vous voulez, donc qui représente plus que 40%, peut-être 45% de l'ensemble des audiences pour lesquelles il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Alors, il y a les flocs peut-être, mais pour l'instant, on les a pas vus, en tout cas pas en Europe. Et le contextuel, c'est le bon moyen d'aborder un vaste univers et avec des résultats pour ceux qui ont tenté, qui sont tout à fait intéressants et positifs. Alors, voici le 3e sondage. Avez-vous déjà testé une solution contextuelle? Oui. Non, ce n'est pas d'actualité. Non, mais bientôt. Alors, oui pour 50% d'entre vous. Non, mais bientôt. Voilà, assez partagé. En passage, vous voyez les résultats des 2 autres sondages. Donc, en majorité, à 79%, vous répondez que votre entreprise est prête et préparée pour les enjeux de la privacy. Votre entreprise est-elle préparée au monde sans cookies? Donc, 44%, doucement mais sûrement. Oui à 44%. Certains se posent encore, j'imagine, de façon humoristique, la question de un monde sans quoi. Et puis, avez-vous testé donc la solution contextuelle? 57% non, mais bientôt. 43% oui. Je clique sur la suite. Alors, il y a une annonce il y a une dizaine de jours de la part de Google qui a dit que finalement la Privacy Sandbox serait implémentée plus tard qu'initialement prévu et que la fin des cookies commencerait à la moitié de l'année 2023 par phase et qu'on arriverait à une disparition complète des cookies à la fin de l'année 2023. Alors, c'est une nouvelle importante parce que je rappelle qu'initialement la Privacy Sandbox devait être en place pour le début 2022. Cela dit, nous on participe de manière hebdomadaire aux réunions et aux échanges avec Chrome sur ce sujet-là au sein du W3C. Et ce qu'ils ont répété de manière assez régulière, c'est que de toute façon, la disparition des cookies n'interviendrait qu'une fois que ces consultations seraient terminées et que les différents cas d'usage seraient parfaitement balisés. Or, on voit bien le rythme des échanges et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et on voyait très bien que de janvier 2022 était totalement illusoire. Et nous, dans nos schémas et dans nos scénarios, on envisageait début 2023. Donc fin 2023, ça fait une grosse différence parce que dans nos marchés, on sait bien que un an c'est long, et donc c'est quelque chose qui est un événement important. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour nous? Alors il y a plusieurs possibilités de réagir par rapport à ça, et c'est vrai que le marché a toujours eu une culture de s'adapter un peu à la dernière minute au changement, et donc la stratégie un petit peu normale, et on sent ça quand même dans notre discussion là depuis une semaine avec nos interlocuteurs sur le marché, c'est de dire finalement on a plus de temps, on va pouvoir passer à autre chose, et on s'en préoccupera au moment où les choses deviendront imminentes. Bon, c'est une tendance très humaine et très naturelle et très habituelle de notre marché, et pour autant, c'est peut-être quand même une erreur qui peut avoir des conséquences très sérieuses, parce que ce que j'essaye d'exprimer depuis le début de cette discussion, enfin de cette présentation, c'est que
On est en phase de changements qui sont pas des ajustements, ce sont des changements majeurs qui nécessitent de repenser complètement l'interaction entre les marques et ses consommateurs, entre la manière que ce soit du point de vue de la mesure, du point de vue de l'interaction, ce qui va entraîner du point de vue de la création, etc. Donc ça nécessite là une préparation. Ça nécessite une préparation, ça nécessite une réflexion parce que ça va nécessiter des investissements et que ce sont des investissements qui peuvent pas être décidés à la dernière seconde. Donc, je ne saurais que trop recommander de prendre le temps qui nous est donné aujourd'hui pour préparer les choses, pour tester un maximum de solutions avec mettre en place des indicateurs mesurés, profiter de cette période hybride en réalité pendant laquelle on peut travailler à la fois avec les cookies tiers et avec des solutions alternatives, puisque elles sont disponibles dans le marché. Il faut tester, il faut mesurer, il faut regarder ce que ça donne, il faut voir l'impact sur la marque, il faut voir l'impact sur les publishers, il faut profiter de cette période pour se préparer, parce que les conséquences, encore une fois, seront très importantes. Alors, il nous manque des éléments, par exemple, les flocs. On n'a pas aujourd'hui donc ces flocs qui sont des ID proposés par Google, des ID collectifs et qui permettraient de répondre à certains cas et qu'il faut apprivoiser. Bon, pour l'instant, en Europe, ils ne sont pas disponibles. Donc, il y a des grandes interrogations qui demeurent. Est-ce que on aura les flocs en Europe? Est-ce que Google va réussir? Et c'est une des raisons principales, à mon avis, pour laquelle la Privacy Sandbox a été reportée. Est-ce qu'ils vont réussir à faire que les flocs soient en conformité avec les réglementations sur la privacy? Est-ce que Google et Apple et Amazon et Facebook vont laisser passer les ID alternatifs? Si oui, bon, bah, ça donne une zone. On a dit qu'elle était petite, de l'ordre de 12% des audiences, mais en tout cas sur laquelle on peut travailler business as usual, comme on l'a toujours fait, et donc c'est assez rassurant. Sinon, eh ben, il faut aller réfléchir à des solutions différentes. Le contextuel, ça s'applique dans tous les cas, donc gagner de l'expérience, travailler sur ce qu'on appelle le smart contextuel 2.0, qui permet de réaliser des plans médias efficaces sans toucher à la donnée individuelle. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont très riches. Donc oui, c'est un soulagement, mais c'est surtout le temps pour s'organiser, se préparer afin d'arriver, parce qu'il va y avoir, les cartes vont être rebattues. Il y a quelques moments comme ça dans notre marché où les cartes sont rebattues. Ça, c'est un des moments. Et donc, c'est l'opportunité pour certaines marques d'émerger. C'est l'opportunité pour certains publishers de changer la hiérarchie établie. Et pour ceux qui se sont installés, c'est l'obligation de consolider leur leadership. Donc, il se passe beaucoup de choses. C'est un moment qui est assez passionnant, mais qui nécessite préparation et investissement. Alors voilà le dernier sondage. Question numéro 4. Quel est l'impact pour votre société du report de la fin des cookies en 2023? Une bonne nouvelle? On peut retourner à nos préoccupations, ou occupations plutôt, ou l'opportunité de se préparer, de tester, de mesurer. À vous de jouer pour le dernier vote. Donc, vous êtes majoritairement prêts à saisir cette opportunité pour vous préparer. Très, très majoritairement, 90% d'entre vous. Voilà, on arrive à la fin du webinaire. Alain, je te laisse le mot de la fin. Oui, alors la conclusion, elle est assez naturelle. On arrive dans un moment clé de notre industrie avec des décisions très importantes. La difficulté que nous avons tous, ça va des petits acteurs jusqu'aux très gros annonceurs, c'est que c'est pas nous qui décidons. Et que les règles sont édictées par ces nouveaux acteurs à la puissance
inédites, hein, et qui sont Google, Facebook, Amazon et Apple, bien entendu. Donc, ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de définir les règles de fonctionnement de notre marché, ce qui est très difficile à accepter. Hein, c'est alors pour un entrepreneur ou pour une marque ou pour un publisher, c'est très difficile à accepter. On a eu l'habitude de travailler avec des régulateurs, avec la loi, mais aujourd'hui la loi, elle est peut-être pas là où on pense qu'elle se situe. Et lorsque ces acteurs-là définissent les règles, eh bien, il y a pour nous la nécessité, de nous adapter évidemment, mais aussi d'une énorme vigilance, hein, parce que finalement, la question clé, celle qui va tout définir, c'est est-ce que ces acteurs-là vont s'appliquer à eux-mêmes les lois qui sont imposées aux autres. Et de la réponse à cette question, on va aller vers une publicité digitale, puisque c'est notre sujet, qui peut avoir deux allures complètement différentes, hein, et la question des valeurs revient au centre du sujet, c'est-à-dire que si les Google et Apple et consorts ne s'appliquent pas à eux-mêmes les règles qu'ils imposent aux autres, eh bien, on va avoir une nouvelle preuve de la manipulation des valeurs, de la manipulation de la réglementation au profit de la consolidation d'une position dominante. Bon, et ça, je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie de vivre ça, et ça compliquerait considérablement les choses pour toute l'industrie. Alors, pour être optimiste sans être naïf, hein, évidemment, c'est toujours le risque dans cet exercice, mais il y a quand même quelques signes qui montrent que Google, notamment, a l'intention d'appliquer ces règles à lui-même, hein, puisque il y a une dizaine de jours, peut-être 15, il y a eu un papier, un blog donc chez Google qui disait qui répétait, qui énonçait les engagements qui avaient été pris par Google auprès de l'autorité de la concurrence britannique par rapport à justement le fait qu'ils n'utiliseraient pas la Privacy Sandbox pour favoriser les sites de Google, les services de Google et l'accès à la donnée par Google. Bon, c'est des engagements qui sont assez forts et qui vont dans la bonne direction. Ils ont en face d'eux les réglementations, les régulateurs qui ont toujours un coup de retard, mais qui quand même sont très vigilants sur cette question. Je pense que les enjeux sont colossaux. Alors pour l'industrie certes, mais pour Google et les autres aussi. Et donc il y a peut-être cette ligne de crête, hein, qu'on va pouvoir parcourir et qui pourrait nous mener à une industrie de la publicité digitale qui serait à la fois efficace, hein, on a vu qu'il y avait des solutions technologiques, mais aussi respectueuse d'un certain nombre de valeurs qui sont de plus en plus importantes pour le consommateur, pour les marques, pour la société, et auxquelles il faut répondre. Et donc il y a quand même il y a une notion d'optimisme. Il y a l'idée que l'innovation technologique, mais aussi l'innovation dans la manière de travailler ensemble peut nous apporter des solutions. Il faudra surveiller tout ça comme le lait sur le feu, évidemment, ajuster en permanence le scénario sur lequel on travaille. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, chez Weborama, on travaille sur un scénario, encore une fois, raisonnablement optimiste, mais avec l'idée que les plateformes vont s'appliquer les règles qu'elles ont édictées pour le reste du marché. À nous, collectivement, d'être très vigilants sur ces questions. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est un exercice, à mon avis, utile pour chacun, hein, de réfléchir à l'impact des mesures et de l'évolution de notre industrie en ce moment autour de toutes ces questions, qui sont des questions centrales, qui sont des questions qui sont
sur lesquels on réfléchit de manière un peu confuse depuis des années. Maintenant, la réflexion est beaucoup plus organisée. Voyons où tout cela va nous mener, mais en tout cas, c'est une opportunité certainement, parce que il va y avoir, comme je le disais un petit peu plus tôt, une redistribution de certaines cartes et peut-être des possibilités de changer un petit peu la manière dont les choses fonctionnent et qui était assez sclérosée ces dernières années, il faut le dire. Donc voilà, optimisme raisonnable. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé à notre Morning Data. On se retrouve en septembre, on fait un petit break cet été pour se préparer à une magnifique rentrée avec un bel optimisme, certes un peu modéré, mais quand même très optimiste. Très très bonne journée, très bon mercredi et à très bientôt. Merci beaucoup.